Bonsoir et bienvenue à tous au rendez-vous de ce 20h. Entre autres événements dans ce journal, les problèmes liés à l'élevage mobile qui préoccupent de plus en plus les acteurs de l'agropastoral en Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec la composante 3 du projet d'appui à la mobilité du bétail, ils entendent trouver des solutions durables aux difficultés. Pour la mise en œuvre de ces actions pour le compte de l'année 2020, le gouvernement aura besoin d'environ 20 milliards de francs CFA. Le budget général a été présenté aux députés. Vous aurez les grandes lignes dans ce 20h. Puis en page santé, on parlera des périls hydro-urinaires. Uriner à tout vent ou se retenir en cas de besoin expose à des conséquences néfastes. C'est ce que Angela Pédia nous explique dans ce journal. Un peu plus de 1986 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de budget général que propose le gouvernement pour 2020. Un projet présenté à la commission budgétaire du Parlement par le ministre d'État Abdoulaye Biotchané. Ce dernier nous donne ici un aperçu du document présenté à l'Assemblée nationale. Le budget de l'année 2020 se présente dans un contexte que nous connaissons tous. D'abord, je veux dire que le gouvernement va continuer, en ce qui concerne les politiques générales, de rester dans le même cadre d'assainissement de la situation macroéconomique. Nous avons une croissance économique qui est solide, qui s'accélère d'année en année. Cette année 2019, nous allons probablement finir avec un taux de croissance de l'ordre de 6,7%. L'année prochaine, si tout va bien, elle va s'accélérer au-dessus de 7%, 7,6%. Nous allons continuer d'avoir une bonne maîtrise de nos déficits de finances publiques. L'année prochaine, le déficit sera de moins 2%. Et nous allons également continuer de maîtriser notre endettement. L'endettement sera de moins de 40% l'année prochaine. C'est donc ce cadrage général qui permet de fixer les limites budgétaires. Et donc pour l'année prochaine, le budget général va être de l'ordre de 1986 milliards. Il est en légère augmentation de 5,8%. Il va permettre donc surtout de continuer à assurer un bon niveau d'investissement public. Il va nous permettre l'année prochaine de mettre des ressources dans des projets et des programmes sociaux de manière plus visible. Donc ce budget 2020 sera plus social, beaucoup plus social que par le passé. Et enfin, ce budget va permettre aussi de réduire la pression fiscale, de réduire plutôt les dépenses fiscales d'un certain nombre de groupes, notamment des groupes de ménages et certaines entreprises, notamment les PME. Voilà, c'était donc le ministre d'État Abdoulaye Biotchané présentant le budget général de l'État pour l'exercice 2020 qui avoisine 2000 milliards de francs CFA. Et outre le ministre d'État, deux ministres, celui en charge du commerce et son homologue en charge de la fonction publique, puis le vice-président de la Cour constitutionnelle étaient également devant la commission budgétaire du Parlement. Ils sont allés en effet présenter le projet de budget 2020 des institutions qu'ils dirigent ou représentent. Guillaume Avienou. Devant la commission budgétaire du Parlement ce lundi, la ministre en charge de l'industrie et du commerce, Shadia Alimantou Assouma, a annoncé un projet de budget de 3 milliards et 381 millions environ au titre de 2020 pour le département ministériel qu'elle dirige. Un budget qui va se consacrer à 3 programmes qualifiés de majeurs dans les sous-secteurs du commerce, de l'industrie et du soutien aux services. Nos axes de développement, en cas d'utilisation optimale de ce budget, nous allons avoir cette année le e-commerce, qui est un projet phare du programme d'action gouvernementale. Nous allons réélaborer notre programme, notre politique industrielle, l'adapter
à la réalité aujourd'hui des relations commerciales et du monde commercial et industriel dans lequel nous vivons. En 2020, le ministère du Commerce voudrait aussi accorder une place de choix à la transformation des produits locaux, en l'occurrence le coton, pour soutenir l'économie nationale. Le renforcement de la sécurité du consommateur à travers l'élaboration pour une possible adoption au Parlement d'un code du consommateur figure dans l'agenda 2020 de ce ministère. À la Cour constitutionnelle, le projet de budget 2020 de l'institution va être légèrement en hausse comparé à celui de 2020. La Cour constitutionnelle demande donc 1 561 469 000 francs CFA et pour cause. Cet accroissement est dû essentiellement à la prise en compte des mesures à l'endroit de quelques membres du personnel pour améliorer les conditions de travail. Le budget de la Cour, une bonne partie donc c'est essentiellement les dépenses de personnel. Les dépenses de matériel, nous n'avons pas de travaux en vue. Les travaux en vue, c'est la réflexion de la Cour constitutionnelle et qui sont pris en charge entièrement par le budget national, notamment par le ministère des Finances, par le ministère de l'Économie et des Finances. Au ministère de la fonction publique, par contre, sans revoir à la baisse les ambitions de l'institution pour 2020, le projet de budget du ministère de la fonction publique pour l'an prochain est de 7,69 milliards en diminution de 2,06% comparé à celui de 2019. Les priorités, la poursuite et le renforcement de la dématérialisation des ressources humaines de l'État. Le ministère du Travail et de la fonction publique, qui a travaillé essentiellement jusqu'en 2016 de façon manuelle, a engagé plusieurs réformes de modernisation de l'administration, de modernisation donc de la gestion des ressources humaines de l'État par la dématérialisation des processus de gestion des ressources humaines de l'État. 2020, au ministère de la fonction publique, devrait aussi voir se renforcer la réforme des pensions, la création d'une école pour former les agents de la fonction publique et la réhabilitation des archives, pour ne citer que ces projets. Rentrée politique au bloc républicain, sympathisants et partisans du parti dans la dynamique de redéfinir la politique du groupement ont tenu un rendez-vous pour mobiliser plus de femmes. Revivez les temps forts de cette rentrée politique avec Guillaume Avienou et Brice Rumbo. Esplanade de l'Assemblée nationale à Porte-Novo. Un autre rendez-vous avec l'histoire du bloc républicain après celui du 8 décembre 2018 à Parakou, à la faveur duquel le parti a été porté sur les fonds baptismaux. C'est en ces termes que Nassirou Bako Arifari, le président du comité d'organisation de la rentrée politique du bloc républicain, a qualifié la rencontre des militants et sympathisants de cette formation politique de ce samedi à Porte-Novo. Une rencontre placée sous le thème « Femmes et jeunes dans la sphère politique au Bénin, en avant pour la mobilisation à la base ». Le rendez-vous de Porte-Novo vient compléter la liste des défis déjà relevés par le bloc républicain en un an. Je citerai entre autres la participation aux élections législatives d'avril 2019, d'où le parti est sorti avec 37 députés. La participation très active au dialogue politique initié par le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, le président Patrice Talon, et qui a permis de réaliser un nouveau consensus politique en vue de la poursuite sans désemparer des réformes politiques, tout en y insufflant les inflexions nécessaires pour une démocratie apaisée dans notre pays. La rencontre de Porte-Novo voudrait surtout définir les stratégies à mettre en place pour permettre au bloc républicain de s'offrir une large victoire aux prochaines élections communales et locales. Des stratégies dans lesquelles les femmes et les jeunes vont jouer un rôle déterminant. Notre parti est un parti, le bloc républicain, qui consacre une place importante aux jeunes et aux femmes. Dans nos statuts, nos organes doivent comprendre au minimum 30% de femmes et 30% de jeunes. Quoi de plus
beau pour concrétiser cela, célébrer cela, que de leur consacrer la première entrée politique de l'histoire de notre parti. C'est ce que nous faisons et nous allons en profiter pour décliner avec eux un certain nombre de thèmes qui leur permettront d'être outillés sur le terrain pour, d'une part, mobiliser davantage d'adhérents et d'autre part, commencer par s'organiser dans les structures de base du parti. Le ministre d'État vient confirmer le fait que de tous les partis politiques au Bénin aujourd'hui, depuis la réforme du système partisan, c'est le Bloc républicain qui a le plus de femmes à l'Assemblée. Donc c'est la preuve que le Bloc républicain très tôt a déjà pris sa vision en précisant que c'est un parti de jeunes et de femmes. Et quand nous regardons nos pays africains, la composition d'ADA, c'est la grande partie des femmes et puis des jeunes. Donc on ne peut normalement pas élire, on ne peut normalement pas faire de la politique sans ces deux couches prépondérantes et le Bloc républicain a compris l'enjeu. Aujourd'hui, c'est le moment de réaffirmer ces valeurs qui sont chères au parti Bloc républicain, que en tant que membre fondatrice, évidemment, je porte fièrement. Cette rentrée politique sonne donc comme le point de départ de la grande mobilisation des Républicains pour la conquête des 77 sièges des conseils communaux du pays dans les prochains mois. Autre actualité, inauguration du consulat honoraire du Royaume de Norvège près le Bénin. Ce poste consulaire a pour mission de faciliter la tâche aux ressortissants norvégiens résidant au Bénin ainsi qu'aux Béninois qui désirent de se rendre en Norvège. Robert Copin-Idor pour le reportage. C'est dans une ambiance festive que le consulat honoraire du Royaume de Norvège près le Bénin a vu le jour. Après une coopération bilatérale nourrie entre la République du Bénin et le Royaume de Norvège, cette représentation vient à point nommé renforcer les relations entre ces deux pays. Il y a une longue histoire depuis les années 70 entre le Royaume de Norvège et la République du Bénin. Cette histoire a connu des moments forts, particulièrement ces 3 dernières années où il y a eu un renforcement de la coopération bilatérale. C'est ainsi que la décision d'établir le consulat a été prise et je compte sur le consul du Bénin pour nous confirmer ce choix. Les rênes de ce consulat sont confiées à Madame Huguette Bokpe Nyakadja, désormais consul du Royaume de Norvège près le Bénin. J'ai l'insigne honneur, au nom du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, de présenter mes chaleureuses et vives félicitations à Madame Huguette Bokpe Nyakadja pour sa brillante nomination aux fonctions de consul honoraire du Royaume de Norvège à Cotonou. Madame le consul honoraire, votre nomination à ce poste est non seulement le fruit de la confiance placée en vous par le gouvernement norvégien, mais également la reconnaissance de vos qualités par les autorités béninoises qui ont perçu en vous des valeurs intrinsèques à même de vous permettre d'assumer pleinement et valablement cette charge. À peine installé, le consul honoraire du Royaume de Norvège près le Bénin se fixe déjà ses objectifs. Mon service sera articulé autour des objectifs suivants. Premièrement, assurer la protection des ressortissants norvégiens, personnes physiques ou personnes morales, et de leurs intérêts, qu'ils soient résidents ou en séjour au Bénin. Cette action s'étend aux navires, bateaux et avions battant pavillon norvégien ou immatriculés en Norvège, ainsi qu'à leurs équipages. Deuxièmement, faire découvrir la Norvège aux Béninois et le Bénin aux Norvégiens dans ce que l'on peut offrir à l'autre et apporter les conseils nécessaires aux citoyens béninois désireux de se rendre en Norvège. Le tout, bien sûr, selon les normes fixées par la législation et la réglementation béninoise, ainsi que les instruments internationaux régissant les relations consulaires. La coopération bénino-norvégienne demeure dynamique, fructueuse et très chaleureuse. Ces relations ne cessent de se développer au plan économique, commercial et culturel.
Le projet d'appui à la mobilité du bétail en Afrique de l'Ouest suit son cours pour le plus grand bonheur des acteurs du monde agro-pastoral. La composante 3 de ce projet focalise cette semaine toutes les attentions à Grand Popo et c'est à la faveur d'un atelier annuel de programmation qui a réuni autour des partenaires divers acteurs impliqués dans la filière bétail-viande. Le compte rendu détaillé, c'est avec Françoisine Souérounou Akakou. La transhumance transfrontalière est trop souvent réduite à une activité génératrice de conflits. Mais derrière cette réalité peu flatteuse se cachent d'autres enjeux. La mobilité pastorale en Afrique de l'Ouest traîne un apport économique évalué à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA chaque année. La dimension économique et sociale de la transhumance est donc importante à préserver et c'est ce défi que l'Union européenne essaie de relever en décidant de financer le projet d'appui à la mobilité du bétail au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Le consortium Acting for Life est le bras opérationnel de l'UE dans la mise en œuvre de la composante 3 de cet ambitieux projet, prévu pour s'étaler sur une durée de 50 mois. L'objectif global est de sécuriser la mobilité des troupeaux et d'assurer l'accès aux ressources pastorales et au marché. L'objectif principal de ces projets et de renforcer la contribution du pastoralisme et de la transhumance par la réalisation et l'aménagement des infrastructures pastorales, notamment des infrastructures marchandes, des points d'eau, des couloirs de transhumance, des aires de stationnement, des quais d'embarquement, des magasins pour aliments bétail, bref, tout ce qui est type d'aménagement qui puisse donc aider à sécuriser la mobilité et à faciliter l'accès au marché. Donc cette réunion qui nous encadre aujourd'hui à travers ces différents partenaires nous permettra donc de voir un peu l'état d'avancement de différentes activités sur le terrain en termes de bilan, voir également les difficultés qui ont été encourues au courant de l'année et quelles sont les réalisations concrètes et les défis par rapport aux enjeux du terrain. C'est la zone balnéaire de Grand Popo qui a été choisie par les différents acteurs impliqués dans ce projet pour passer en revue le paysage de cette filière dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ici, éleveurs, transporteurs, négociants en bétail et les partenaires de l'UE, de l'Agence française de développement et du consortium Acting for Life vont élaborer des stratégies en vue d'améliorer les conditions de vie des populations agro-pastorales grâce notamment à l'amélioration des équipements marchands et à l'accès aux postes vétérinaires transfrontaliers. Nous pensons, sortir de cet atelier, nous allons exercer notre métier avec tranquillité et on sera vraiment reconnu au niveau du pays comme des acteurs qui aussi aident l'État à avoir quelque chose. Et en tant que structure associée à la mise en œuvre de ce programme-là, on est venu ici pour échanger nos expériences et apprendre de ce que les autres font pour améliorer aussi ce que nous sommes en train de faire dans les collines. Je suis venu pour tenter de mieux comprendre, écouter les organisations paysannes qui viennent parler d'agropastoralisme et notamment des flux entre les pays, d'échanges et connaître les problématiques qui ont été identifiées et les solutions qui sont proposées. La composante 3 du projet d'appui à la mobilité du bétail, plus connue sous la dénomination PREDIP, vise en définitive à créer les conditions d'une exploitation durable et non conflictuelle des ressources pastorales dans les zones transfrontalières partagées par les pays sahéliens que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger et les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Elle a aussi pour finalité de renforcer les capacités des acteurs clés de la filière bétail-viande dans sa forme agro-pastorale et mobile. Quand vous prenez la composante 3, qui est le projet PAMO-BARMA, c'est une composante dédiée aux infrastructures. Quand je dis infrastructure, c'est les aires de pâturage, c'est les couloirs de passage, c'est les marchés à bétail, et puis c'est les aires de repos, les packs de vaccination. Donc cette composante-là qui va mettre les infrastructures en place crée des conditions pour une meilleure santé animale. Une mobilité transfrontalière régulée et apaisée, c'est le challenge de l'atelier de Grand Popo dont les participants proviennent de divers horizons. Les échanges et les fructueuses réflexions qui en seront issues serviront à consolider la filière bétail-viande à travers un ancrage intercollectivité.
Comment instaurer une justice non corrompue et efficace? L'atelier de renforcement des capacités qui se tient à l'OCOSA depuis ce lundi répond bien à cette préoccupation des inspecteurs, mais aussi des chefs de juridiction et de parquet y sont conviés. L'inspection générale des services judiciaires, bras opérationnel du projet d'appui à la justice, se veut désormais plus efficace dans le contrôle des juridictions et établissements pénitentiaires. Fimé Bassao, Chikaël Aïna pour le point. Outil de contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires au Bénin, l'inspection générale des services judiciaires a longtemps montré ses limites. Mais avec l'avènement du régime du président Talon et surtout les réformes instaurées dans le secteur de la justice, le Bénin veut désormais compter parmi les nations où la justice est dotée d'une inspection forte et efficace. C'est dans ce cadre que le projet d'appui à la justice, à travers le 10e Fonds européen de développement, a proposé des actions pour soutenir l'effort de l'État et du ministère en charge de la justice dans la mise en œuvre d'une inspection performante, forte et efficace. Cet atelier de 3 jours permettra aux inspecteurs, vérificateurs personnels des inspections, chefs de juridiction et de parquet de renforcer leurs capacités dans le domaine de l'inspection, d'audit, de contrôle des juridictions et des établissements pénitentiaires. Ils sont là, c'est pour déjà comprendre l'enjeu pour le gouvernement d'instaurer une justice forte, impartiale et débarrassée de tout comportement peu orthodoxe. Si le chef de l'État n'avait pas eu cette vision d'appuyer l'inspection, je pense que ce serait un désert de compétences ou un désert aujourd'hui d'outils et d'instruments. Mais en moins de 2 ans, je répète et j'insiste, en moins de 2 ans, ce que nous avons fait ensemble pour hisser l'inspection générale des services judiciaires du Bénin au niveau auquel elle se trouve aujourd'hui, mérite qu'on leur adresse des félicitations, surtout un banc. La justice fait actuellement l'objet d'une priorité accrue pour le gouvernement, dont l'engagement dans le secteur est confirmé par le programme d'action du gouvernement. C'est l'occasion ici de saluer la création de la Cour des comptes, devenue une institution constitutionnelle. En effet, l'avènement de cette haute juridiction recommandée par les instances instruments de l'UEMOA, étant attendu par les instances nationales, les organisations de la société civile et les partenaires techniques financiers, constitue une avancée majeure dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption au Bénin. Les assises seront assorties d'un manuel d'inspection à mettre à la disposition des acteurs de la justice béninoise. Des enfants et des jeunes initiés au leadership et à la gestion de la cité. L'initiative est portée par plusieurs organisations et associations au Bénin. La finalité, c'est de donner à ces 2 couches de la population des rudiments nécessaires pour mieux s'affirmer et apprendre à gérer la société. Ariane da Silva s'est intéressée à travers le reportage qui suit au programme des enfants mères et des jeunes parlementaires du Bénin. Précita, 12 ans, et Astrid, 17 ans, font partie des enfants mères du Bénin. L'initiative permet à des jeunes gens de leur catégorie d'âge d'apprendre le leadership politique et la participation citoyenne. Les objectifs à la longue, c'est de renforcer la citoyenneté des enfants, de leur donner le goût de la participation surtout. La participation, un élément très important dans le processus de développement qui permet quand même à chaque acteur de pouvoir exprimer ses besoins, ses valeurs, afin que cela soit pris en compte dans les politiques et programmes de développement. À les entendre, Précita et Astrid tirent le meilleur parti possible de leur participation à l'initiative des enfants mères. Dans ce programme, on est initié à beaucoup de choses comme comment faire des plaidoyers, comment prendre la parole en public, comment aborder des autorités parce qu'on est souvent avec des autorités pour les activités. Aussi, comment développer son leadership. Là maintenant, on nous apprend dès le bas âge à pouvoir prendre des décisions nous-mêmes. Donc dans la société, c'est possible qu'on puisse prendre des décisions nous-mêmes qui puissent aider notre société à se développer. Plusieurs formations sur l'entrepreneuriat social, le leadership, comment se gérer sur les réseaux sociaux, comment faire des plaidoyers.
L'initiative des enfants mères est un prolongement de celle du Parlement des jeunes où l'apprentissage citoyen est pratiquement le même. Alors le Parlement national des jeunes est venu du Parlement francophone des jeunes qui est une initiative des chefs d'État de la francophonie issue du sommet de Moncton en 1999. L'objectif c'est d'aider les jeunes à apprendre l'action parlementaire, à trouver un cadre où ils apprennent à travailler un peu comme des députés, à savoir comment on rédige, on vote des propositions de loi et également à attirer l'attention des dirigeants sur les questions spécifiques à la jeunesse. Permettre aux jeunes de se former et de participer à l'animation de la vie sociopolitique et au développement national est une initiative que saluent plusieurs observateurs. Mais pour que l'impact social se ressente, des dispositions doivent être encore prises. Une chose est d'être formé, une autre chose est de mettre en application la formation qu'on a reçue. Et c'est là où toute la problématique, parce que lorsqu'on reçoit une formation, l'idéal est de mettre en application ce qu'on a reçu comme formation. Mais les conditions parfois ne s'y prêtent pas pour les jeunes, ou bien déjà à partir de l'identification de ces jeunes-là. Comment ils sont identifiés? Est-ce que c'est des gens qui sont... Est-ce qu'il y a eu des critères objectifs pour identifier ces jeunes et de manière à s'assurer qu'après la formation, on va mettre en application ce qu'on a reçu. Astrid, Précita et tous les autres ont un défi à relever pour que leur participation à ces initiatives citoyennes ait un réel impact sur leur communauté respective et plus encore leur pays. Vous faites souvent patienter votre vessie alors même qu'elle est pleine. Eh bien, cette habitude peut s'avérer nuisible à votre bien-être. De même, uriner ailleurs que dans les toilettes expose la communauté à de nombreuses pathologies. À l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, Angela Pédia s'est intéressée au péril hydro-urinaire. Suivez plutôt. Faites l'expérience de ne pas uriner. Au bout de quelques temps, vous en tomberez malade. C'est dire que l'urine, bien qu'étant un liquide biologique, doit être éliminé. C'est un produit de vidange de l'organisme. Les urines sont issues de la filtration du sang par les reins. Donc l'appareil urinaire constitue des reins qui vont filtrer le sang et produire les urines. Les urines vont être drainées des reins vers la vessie par les urétères. Et lorsque la vessie est pleine, celui qui est le propriétaire du rein va sentir le besoin d'uriner. Et quand il va s'approcher de l'endroit où il pourra uriner, il va libérer les urines et il va pouvoir vider sa vessie. De nombreuses personnes vont malheureusement retenir leurs urines. Ces personnes mettent généralement à l'index l'absence de toilette ou alors des raisons de pudeur sont évoquées pour justifier le fait. Ce comportement n'est cependant pas sans conséquences sur la santé humaine. Calculs rénaux, rétention urinaire, reflux vésico-urétéral, la liste est longue. Les urines qui stagnent s'infectent, puisque c'est des déchets qu'on doit éliminer. Donc ce ne sont pas des liquides qui sont censés être retenus dans le corps, mais des liquides qui sont censés être éliminés au fur et à mesure que cela est collecté. Lorsque donc vous prenez le risque de les retenir, vous vous exposez à une infection urinaire. Les infections urinaires vont se manifester par des douleurs pelviennes, des cystalgies comme on le dit, des douleurs pendant la miction, on parle de douleurs de brûlures mictionnelles. Parfois, ça peut évoluer jusqu'à donner une dysurie, une difficulté à émettre les urines. D'autres individus choisissent par contre d'uriner dans les caniveaux et autres lieux publics. Ces personnes tombent non seulement sous le coup de la loi, mais elles polluent aussi l'environnement et exposent la communauté à différentes maladies. Quinte de toux, rhinite et j'en passe. Un pays hydro-urinaire, pour parler en ces termes, il y a des pathologies, des maladies comme la bilharziose qui, lorsque vous êtes infecté et que vous allez uriner dans un étang d'eau et que des gens viennent jouer dans cette eau, vous transmettez, pas directement bien sûr, vous laissez les parasites dans l'eau et ceux qui vont venir s'y baigner vont récupérer volontairement ces germes, ces parasites et tomber malades. De la même façon, vous avez, lorsque vous êtes malade, que vous avez il y a des germes qui sont vraiment coriaces, qui résistent à tout traitement. Lorsque vous urinez n'importe où et que vous allez souiller les nappes d'eau
qui peuvent être... Vous savez, à côté de nous, on a des puits qui ne sont pas très profonds. Si vous urinez à un endroit où l'urine s'infiltre et va dans ces nappes d'eau, ceux qui vont boire cette eau-là peuvent être infectés par les microbes contenus dans les urines que vous avez émises non loin de ces puits. Donc il y a quand même un danger à uriner en désordre de n'importe où. Uriner à l'air libre constitue ainsi un péril pour la société. Retenir les urines rend malade l'individu. Envisager des toilettes dans les lieux publics préserverait donc la santé de tous. Et c'est sur ces conseils utiles de santé que s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.